Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je viens traîner et regarder un petit peu ce qui se passe dans les groupes destinés aux troubles de l'oralité alimentaire. Et donc je vous propose de répondre à des posts, des questions que j'ai pu voir passer sur ce groupe-là pour vous donner mon avis en tant qu'orthophoniste spécialisée dans les troubles alimentaires pédiatriques. C'est parti! Alors, première question que j'ai sélectionnée, la voici. Bonjour, mon fils de 21 mois, j'imagine, ne mange rien. Que des dés de jambon, knackis et pâtes, mais pas toutes les formes. Les repas sont anarchiques, il ne veut plus de chaises hautes, il a donc 21 mois et pas 21 ans, ni être à table seul, ni avec nous. Chaque repas est source de colère et d'angoisse pour tout le monde, évidemment. Aucun apport en fruits et légumes. Il ne voudrait que des tartines de kiri et son biberon de lait. Il ne veut manger que devant la télé, sinon c'est mort. Alors je cède parce que je veux qu'il se nourrisse, évidemment. Avant, il mangeait plutôt bien, et du jour au lendemain, il a radié quasi toute son alimentation, et ça fait 4 mois que ça dure. Mon médecin me dit que ça passera, que ce n'est qu'une phase, que la néophobie touche beaucoup d'enfants vers 2 ans. Mais je ne sais pas trop, je suis perdue, j'ai l'impression d'être seule, dans une impasse, et que personne ne m'entend. Alors pourquoi j'ai choisi ce post? Parce qu'il est très représentatif de ce que les parents se posent souvent comme question, et c'est une situation finalement plutôt répandue. Alors évidemment, impossible de poser un diagnostic avec juste un post Facebook, mais cet enfant présente effectivement tous les symptômes des troubles de l'oralité alimentaire, notamment le fait qu'il mangeait très bien, et cette cassure du jour au lendemain, c'est très caractéristique. En plus, il a plutôt tendance à manger des choses qui sont représentatives, c'est-à-dire que d'un point de vue moteur et sensoriel, c'est rassurant, parce que ce sont des produits transformés qui sont faciles à mâcher, à amalgamer, à avaler, et aussi qui sont stables dans le temps et dans l'espace. Rien ne ressemble plus à une knacky qu'une autre knacky. Et aussi, si vous avez fait le test dans ma dernière vidéo pour savoir si votre enfant est susceptible d'avoir des troubles de l'oralité alimentaire, vous aurez aussi reconnu le symptôme des troubles du comportement. Les repas sont devenus un enfer. C'est compliqué pour l'enfant, pour les parents, tout le monde est angoissé, tout le monde passe un très mauvais moment. Résultat, cette maman est démunie et il n'y a personne pour l'aider. Alors, concernant ce que lui a dit le médecin, déjà, on a un médecin qui parle de néophobie. Et ça, c'est suffisamment cool pour être reconnu. Le médecin n'a pas tort. Tous les enfants traversent une phase de néophobie classique qui s'étend en moyenne entre 2 et 10 ans. C'est très variable selon les individus. Sauf que ça, c'est la néophobie classique. La néophobie classique est relativement légère, ça reste gérable et surtout, elle est dépassée par l'apprentissage et l'imitation. Les enfants, en voulant faire comme les grands, découvrent d'autres aliments et finissent par manger comme les adultes. Si vous voulez en savoir plus à propos de cette néophobie alimentaire classique, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets en description. C'est une vidéo dans laquelle j'explique aux enfants la néophobie pour qu'eux comprennent comment ça se passe. Le seul problème, c'est que la néophobie classique, c'est vrai, ça touche tout le monde, mais il y a aussi des troubles de l'oralité alimentaire. Et là, ce médecin-là n'est peut-être pas forcément au courant, ou en tout cas n'en tient peut-être pas compte dans ce qu'il est en train de proposer à la maman, puisque vu les symptômes que là elle décrit, notamment vu la détresse dont elle parle, il serait important de pouvoir rencontrer une orthophonie spécialisée pour pouvoir faire un bilan et pourquoi pas avoir de l'aide et des séances de rééducation pour un éventuel trouble de l'oralité alimentaire. Deuxième message, c'est parti. Bonjour à tous. Je me demandais s'il pouvait y avoir un lien entre la néophobie alimentaire ou les troubles de l'oralité de nos enfants et le diabète de grossesse. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je me pose tout de même la question. Alors non, rien n'est tiré par les cheveux, il n'y a pas de question bête, d'autant que les causes des troubles de l'oralité alimentaire sont très variées. Et on a même des troubles de l'oralité alimentaire idiopathiques, c'est-à-dire dont on ne connaît pas la cause, dont on ne connaît pas la source. Alors pour répondre à cette maman, à ma connaissance, pas de lien. Et je ne vois pas comment le lien pourrait exister. Puisque le lien trouble de l'oralité alimentaire et allergie, régime alimentaire restrictif dû au sucre, etc., j'en ai jamais entendu parler, il n'y a pas de raison qu'il s'établisse. On va avoir un lien entre trouble de l'oralité alimentaire et allergie, notamment aux protéines de lait de vache par exemple, puisque ça va créer des brûlures et des douleurs. La douleur peut être à l'origine des troubles. Le diabète, encore plus le diabète de grossesse, à ma connaissance, rien de spécial. En revanche, si le diabète a pu déclencher une grossesse prématurée, que l'enfant est né prématuré, qu'il a été hospitalisé à la naissance, peut-être intubé, alors là, ça fait partie des causes dites traumatiques et ça peut faire partie des causes des troubles de l'oralité alimentaire. Mais le diabète, pas à ma connaissance. Peut-être qu'on découvrira des choses dans les années à venir. Troisième question. Bonjour à tous, ma fille a 19 mois, boude les légumes sous toutes leurs formes, cuit, vapeur, cuit à la poêle, en purée, sous forme de cake, tarte, etc. Avez-vous pour certains vécu cela pour vous ou pour vos enfants? Et comment en êtes-vous sortis? Merci pour vos réponses. Et ben on en revient au sujet de la période de néophobie classique. Cette petite fille a 19 mois, on peut imaginer qu'elle s'approche de la néophobie des 2 ans. S'il ne s'agit
que des légumes, qu'elle les boude, c'est-à-dire qu'elle repousse l'assiette et qu'on est obligé d'insister, finit par manger une ou deux cuillères et puis qu'elle en a plus envie, voilà, que c'est vraiment juste boudé et qu'il s'agit uniquement des légumes et que ça va pas plus loin que ça. C'est de la néophobie classique, tout va bien, faut continuer de lui proposer sous des formes rigolotes, la rassurer et puis au fur et à mesure, comme on disait, avec l'apprentissage, l'imitation, en mangeant devant elle, ça va finir par passer. En revanche, si en fait cette maman-là nous parle des légumes ici puisque c'est ce qui l'inquiète le plus, mais qu'en fait cette petite fille-là elle refuse aussi le fromage, la viande, le poisson, bref, d'autres catégories d'aliments, et surtout si ces réactions sont très fortes, que vous sentez que l'angoisse est vraiment exacerbée, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de bouder les assiettes, mais qu'elle peut se mettre à pleurer, à tourner la tête, à se cacher, voire même à faire des crises d'angoisse, à avoir des nausées ou des vomissements, là on arrive dans autre chose. On peut penser à des troubles de l'oralité alimentaire et ça peut valoir le coup de consulter. Donc cette maman demande comment en êtes-vous sortie. Si c'est de la néophobie classique et que vous avez l'impression que c'est juste cette phase normale, en général, vous sentez. Les parents connaissent leur enfant et vous sentez. Les mamans me disent, il y a un problème, je l'ai toujours senti. Quasiment tous les enfants ont eu une phase difficile avec les légumes et tous les parents ne se mettent pas à consulter des médecins et des orthophonistes. Ils sentent bien que c'est ok. Cette phase-là, elle va se dépasser naturellement. Mangez devant elle, expliquez-lui que ça fait grandir, montrez que vous vous régalez, ça va passer, c'est normal. Évidemment, avec de l'imitation et de l'apprentissage. En revanche, si vous sentez qu'il y a un problème, que les réactions sont exacerbées, là, les orthophonistes spécialisés et les ergothérapeutes spécialisés aussi, pourquoi pas, peuvent vous aider, proposer des séances de rééducation, et à 19 mois, c'est encore jeune, donc vous avez une marge de progression. N'hésitez pas dans ce cas-là à aller consulter. Plus on prend en charge ce trouble tôt, plus la rééducation est efficace. Question suivante. Bonjour, je crois que mon fils de 4 ans et demi est néophobe. Depuis l'allaitement, il n'a jamais voulu autre chose que des petits pots. Il mange des frites, des gâteaux apéro le soir, juste un biberon au chocolat. Quand on essaie de lui faire manger comme nous, il est très stressé et pleure. Comment remédier à ce problème? De plus, il ne parle presque pas. Est-ce que c'est dû à ce problème de nourriture aussi, vous pensez? Merci pour votre aide. Alors, là encore, impossible de diagnostiquer un trouble de l'oralité alimentaire ou une néophobie avec un simple texte sur Facebook, mais quand même, vous aurez noté qu'à nouveau, on a la néophobie, la sélectivité, plutôt des aliments qui ressemblent à ce que les enfants avec un trouble de l'oralité alimentaire ont tendance à choisir parce que c'est plus rassurant. On est quand même sur des frites, des gâteaux apéro, du biberon au chocolat. Là encore, des aliments stables et faciles à gérer en bouche. Et surtout, comme pour la question de tout à l'heure, il y a des grosses difficultés au quotidien. Ça pèse sur le quotidien. On nous parle de stress intense et de pleurs. Ça, c'est très important. Donc, comment remédier à ce problème? On peut penser à un trouble de l'oralité alimentaire, à une apparition. Donc, moi, j'irai clairement rencontrer une orthophoniste spécialisée. S'il n'y en a pas près de chez vous ou que vous préférez une ergothérapeute spécialisée, j'irai faire le point, demander un bilan et pourquoi pas démarrer des séances pour avoir de l'aide. Je pense que ça pourrait beaucoup vous aider, vous et votre enfant. Alors, cette question ressemblait beaucoup à une qu'on a déjà eue, mais j'ai aussi sélectionné cette question parce qu'il y a une deuxième partie, à savoir, il a aussi des difficultés à parler. Pensez-vous que ça pourrait être en lien? Le fameux sujet du lien entre trouble de l'oralité alimentaire et trouble de l'oralité verbale. À ce jour, aucune étude n'a prouvé qu'il y avait des comorbidités, des liens entre les deux. Il n'est pas prouvé qu'un trouble du langage aurait tendance à engendrer un trouble de l'oralité alimentaire, ni même qu'un trouble de l'oralité alimentaire aurait tendance à engendrer des troubles du langage. Mais, car il y a toujours un mais, sinon c'est trop facile. Les pathologies et comorbidités qui peuvent encourager, développer ou aggraver un trouble de l'oralité alimentaire peuvent, de la même manière, encourager, développer ou aggraver un trouble du langage. Évidemment, parce que si vous avez un trouble moteur, si vous avez du mal à gérer dans la bouche et à passer les aliments de gauche à droite parce que vous n'avez pas assez de contrôle, de précision, de force ou d'endurance, il y a de grandes chances que pour les mouvements liés à la parole, ce soit pareil. Typiquement, un frein de langue restrictif, attention, on pourra en reparler, mais je dis bien restrictif et pas court. Un frein de langue restrictif, si vous ne pouvez pas monter la langue au palais, pour déglutir, ça pose problème. Pour gérer les aliments, ça pose problème. Pour prononcer de nombreux sons, notamment le L, qui nécessite, comme vous l'avez vu, de monter la langue, ça ne marchera pas non plus. Du coup, trouble moteur, frein de langue restrictif, mais aussi certains troubles ou certains handicaps. Notamment, on peut penser à l'autisme. Dans le cadre des troubles autistiques, on a évidemment un impact sur la communication, mais aussi 80% des personnes autistes sont touchées par les troubles de l'oralité alimentaire. Donc,
Non, c'est pas parce que votre enfant a du mal à manger qu'il aura forcément du mal à parler. Par contre, il n'est pas impossible que votre enfant ait les deux soucis, peu importe la cause, et pour ça, les causes pourraient être multiples. Question suivante, c'est parti. Bonjour, suite au bilan réalisé à l'hôpital pour mon fils de 10 ans concernant sa phobie alimentaire, il nous recommande de le faire suivre par une psychomotricienne. Savez-vous en quoi cela peut-il aider? Je ne vois pas trop le rapport, merci. Surtout, merci de poser la question, parce qu'en fait, c'est des questions que de nombreux parents se posent. Pour nous, professionnels de santé, ça paraît évident, on sait exactement qui fait quoi, on a des équipes pluridisciplinaires et souvent des copines dans les autres métiers. Mais pour vous, parents, quand on vous dit alimentation et qu'on vous envoie chez la psychomote, c'est pas forcément évident. Alors, nous sommes de nombreux professionnels de santé à pouvoir intervenir en tant qu'équipe pluridisciplinaire dans les cadres des troubles de l'oralité alimentaire. On n'aura pas forcément tous les mêmes regards, pas forcément tous les mêmes techniques, mais effectivement, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les psychomotriciennes peuvent venir intervenir directement sur le moteur et le sensoriel. C'est pour ça qu'on vous propose une psychomote. Les ergothérapeutes aussi, les orthophonistes aussi. Après, ça dépend de deux choses. On va pas avoir le même regard et surtout, attention, autant l'orthophonie est remboursée à 100% avec la mutuelle plus la sécu, autant malheureusement l'ergothérapie et la psychomotricité ne le sont pas pour l'instant. Dans l'équipe pluridisciplinaire et avec encore une autre approche, vous allez avoir des kinés, des consultantes en lactation, des psychologues, des ostéopathes, etc., etc. On fait tous un travail différent, on a tous un regard différent, mais à nous tous, on fait un bon boulot et en général, plus vous êtes entourés, mieux c'est. Voilà pour les différents posts auxquels je voulais réagir aujourd'hui avec vous. Je pense que c'est plus sympa, plutôt que de mettre à chaque fois un petit commentaire qui pourrait aider une ou deux personnes, de répondre à tout le monde et puis peut-être des questions que vous vous posiez, peut-être qu'elles seront là et que vous aurez la réponse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker pour me le faire savoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez une deuxième partie, si c'est un format qui vous plaît, ou même à m'envoyer des liens vers des questions que vous avez trouvées intéressantes pour une prochaine partie. Et puis surtout, abonnez-vous. Plus on sera nombreux ici, plus on aura de poids, et plus ce trouble sera connu, reconnu, ce qui pourra améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients et de leurs parents. Bisous!